Un bûcheron solitaire a recueilli une jeune femme enceinte vendue par son frère. Ce qu'il y a trouvé était bien plus qu'une famille. La neige tombait en nappes épaisses et silencieuses sur les terres arides du Montana. Le blanc avalait le brun. La glace recouvrait la pourriture, et au bord d'un enclos à bétail mordu par le gel, une jeune femme se tenait enchaînée à un chariot, tel un mulet promis à l'abattoir. Elle s'appelait June, 22 ans, le ventre arrondi par la vie, les lèvres gercées par le froid. Son frère se tenait à quelques pas, négociant avec un rancher qui sentait le whisky et le cuir. Entre les mains de ce dernier, une liasse de billets. Entre les siennes, rien d'autre que des chaînes rouillées et le pouls régulier d'un enfant à naître. « Elle est en bonne santé, » dit son frère, la voix sèche. « Des jambes solides, elle ne parle pas beaucoup. Enceinte de 7 mois, mais le bébé sortira sans problème. » Le rancher la toisa de ses yeux morts. « Et elle ne s'enfuit pas. Elle ne le fera pas, » sourit son frère. « Plus maintenant. » C'est à ce moment-là que cela se produisit. Un coup de pied soudain et vif venu de l'intérieur de son ventre. Pas les habituels frémissements, ni les lents retournements d'un enfant qui grandit. Non, c'était une secousse, puissante et pressante, comme un poing qui frapperait de l'intérieur. Le souffle de June se coupa, sa colonne vertébrale se raidit. Un autre coup, puis un autre. Ce n'était pas de la douleur. C'était une exigence. Elle ferma les yeux et murmura « Je t'entends, mon bébé. Je t'entends, et je te jure que je ne les laisserai pas te vendre toi aussi. » La neige s'accrochait à ses cils. Le vent lui brûlait les joues. Le chariot grinça sous le poids du rancher qui se préparait à la ramener sur ses terres. Les chaînes raclèrent tandis qu'on la tirait vers l'arrière. Son frère ne se retourna pas. Le colt brillait dans sa main, le métal froid réchauffé par le triomphe. Il attendit que la roue du chariot heurte une souche, juste assez pour provoquer une secousse, un léger déséquilibre. Alors, June bougea. Elle pivota brusquement, projetant son épaule contre l'homme à côté d'elle. La chaîne céda en se coinçant contre un rail. Le rancher jura. Elle roula, ses pieds heurtant la neige, ses genoux fléchissant, son corps tombant. Dans le blanc, dans le froid, dans la liberté. L'impact lui coupa le souffle. Son ventre heurta le sol en premier. Une douleur fulgurante lui traversa le flanc. Mais elle était debout avant qu'il ne puisse crier. Boitillante, saignante, courant. Derrière elle, des hommes hurlaient. Leurs bottes crissaient sur la neige, mais elle ne s'arrêta pas. Des branches lui giflaient le visage. La glace lui lacérait la peau. Le monde devint un flou de gris et de rouge dans le sifflement aigu de la peur. Son souffle lui déchirait la gorge. Des gouttes de sang tachaient la neige, éclatantes sur le sol pâle. Ses bottes étaient trempées, son manteau fin, son corps fragile. Mais elle courait, car à l'intérieur d'elle se trouvait quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un n'était pas à vendre. Elle le sentait, ce battement de cœur qui n'était pas le sien, martelant à l'unisson avec le sien comme un tambour jumeau. Le bébé ne pleurait pas, mais elle le sentait la soutenir à travers sa peur, une présence, une poussée, une volonté. « Cours, maman, cours !» Alors elle courut, à travers des pins plus vieux que l'histoire, dépassant des corbeaux qui ne prenaient même pas la peine de s'envoler, franchissant des crêtes qu'aucun pied humain n'avait touchées cet hiver-là. Ses poumons la brûlaient, ses genoux hurlaient,
Ses bras serraient son ventre comme un bouclier. Personne ne l'avait jamais protégé, ni son père, mort depuis longtemps d'une bouteille, ni sa mère, ensevelie avec sa tristesse, et certainement pas son frère, qui venait d'échanger son corps contre une arme. Mais elle pouvait protéger cet enfant, même si cela devait la tuer. Le crépuscule tomba, la neige s'épaissit, le vent hurla, un son grave et long, comme celui d'un loup chassant seul. Son allure ralentit. Sa vision se brouilla. Ses doigts perdirent toute sensibilité. Pourtant, elle continua. Puis son pied glissa. Elle dévala un petit ravin, atterrissant sur le côté dans une congère si profonde qu'elle engloutit la moitié de son corps. Le froid la rendit silencieuse. Un instant, elle ne put ni bouger, ni penser. Et puis, un autre coup de pied, plus doux cette fois, ni pressant, ni effrayé, juste présent. Je suis là, murmura-t-elle. Ses lèvres étaient bleues. Sa voix se brisa. Nous sommes toujours là. Elle rampa, se traînant dans la neige. Les arbres l'encerclaient, les ombres s'étiraient, jusqu'à ce qu'enfin là, une lumière, petite, faible, mais constante. Elle vacillait à travers les bois, juste au-dessus de la crête. Une cabane peut-être, un feu, sans doute, une chance. June ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta d'avancer, lentement, une respiration à la fois, une prière à chaque centimètre. Derrière elle, la neige gardait ses secrets, pour l'instant. Et devant, la chaleur ou la mort, mais elle accepterait l'un ou l'autre, tant que ce n'était pas une cage. Elle pressa de nouveau sa main contre son ventre. Le bébé était calme maintenant, immobile, confiant. Tiens bon, mon petit, chuchota-t-elle dans l'obscurité. Maman n'a pas encore fini. Le vent tourna juste après le crépuscule. Thomas se figea en plein élan, sa hache à mi-chemin dans une bûche de pin. Il inclina la tête, tendant l'oreille. Des années de solitude dans les bois avaient aiguisé ses sens au-delà des besoins de la parole. Le son était faible, une respiration haletante et quelque chose de plus doux en dessous. Il laissa tomber la hache. Se déplaçant rapidement, Thomas se glissa à travers la lisière des arbres, ses bottes crissant légèrement sur la neige. Une vie de silence avait fait de lui une ombre. Il suivit les branches cassées et une trace de sang sur la neige, qui n'était pas animale. Puis il la vit, effondrée dans la neige, comme un moineau brisé, une main recroquevillée de manière protectrice sur son ventre. Ses lèvres étaient bleues, ses cheveux emmêlés par la glace. Du sang avait séché le long de sa tempe. L'enfant en elle était évident. 7 mois, peut-être 8. Pourtant, son corps était replié comme si elle pouvait protéger l'enfant à naître par la seule force de sa volonté. Elle ouvrit les yeux. Il parvenait à peine à faire le point, mais sa bouche forma un seul mot. Aidez-moi. Thomas s'accroupit, l'étudia. Son front se plissa, non de confusion, mais de calcul. La neige l'avait déjà à moitié recouverte. Les loups la trouveraient avant l'aube, ou le froid l'emporterait. Quoi qu'il arrive, elle ne s'en sortirait pas seule. Il se redressa, scrutant les arbres. Des traces. Plusieurs paires de bottes, plus lourdes que les siennes. Des empreintes de talons profondes. Des hommes de poids. Peut-être des chevaux à proximité. Il viendrait la chercher. Il agit vite. Il attrapa des branches de pin, les traînant derrière lui pour effacer la piste de sang.
Il repoussa la neige du pied sur chaque empreinte qu'elle avait laissée, une par une, faisant une boucle pour brouiller la direction. Dans les broussailles derrière elle, il arma un piège à collet, rapide et net. Pas pour les animaux, pour les hommes. S'il suivait, il rentrerait en boitant. Il retourna auprès d'elle. Elle avait cessé de trembler. Thomas soupira par le nez, puis, sans un mot, il se pencha et la souleva dans ses bras. Elle était légère, trop légère. Mais son souffle venait encore, doux et faible. Sacré gâchis, murmura-t-il. Gelé à mort avec un bébé. Quel genre d'idiot vous laisse ici? Il ajusta son poids contre sa poitrine, puis se mit en marche. Sa cabane se trouvait à un demi-kilomètre à l'est, cachée dans un bosquet de sapins et drapée de neige. La fumée ne s'élevait plus de sa cheminée. Le feu ne brûlait que lorsque c'était nécessaire. Il ne s'attendait pas à utiliser le feu à nouveau cette semaine. Quand ils arrivèrent, il ouvrit la porte d'un coup de botte en prenant soin de ne pas trop la secouer. À l'intérieur, il la déposa sur une couchette près du poêle. La pièce sentait le goudron de pin, la vieille laine et le fer. Propre, bien que dépouillé. Thomas se mit en mouvement sans pause. Il attisa les braises dans le poêle, y ajouta de nouvelles bûches et alluma le feu. La chaleur rampa sur le sol comme une bête qui s'éveille. Il lui retira ses bottes mouillées, les plaça près de l'âtre, puis enroula une épaisse fourrure sur ses jambes. Ses doigts étaient glacés. Il les glissa sous la couverture avec une pression délicate. Ce n'est qu'alors qu'il parla de nouveau. « Je ne nourris pas les animaux errants, marmonna-t-il, à moitié pour lui-même. Je ne recueille pas les gens qui meurent de froid dans mes bois. Ce serait du gaspillage de bonne neige. » Il s'assit en face d'elle et observa la couleur revenir lentement sur son visage. Sa respiration devint plus régulière. Une lueur de paix sembla s'installer sur son front plissé. Il fixa le feu, il crépitait, orange et or, léchant le ventre de fer du poêle. Il se souvint d'un autre feu, des années auparavant, une nuit différente, des cris, de la fumée, les petites doigts de sa fille glissant des siens dans l'embrasure d'une porte en flammes. Il n'avait allumé de feu pour personne depuis. Maintenant, il l'attisait de nouveau, pour une femme qu'il ne connaissait pas, pour un enfant qu'il n'avait jamais vu. Il attrapa la bouilloire, la remplit de neige et la posa sur le poêle pour la faire fondre. Dehors, le vent hurlait comme une créature ancienne et impitoyable. Mais à l'intérieur, la cabane pulsait de chaleur. Une vieille chaleur. Une chaleur dangereuse. La femme dormait, les lèvres entr'ouvertes, les cheveux humides mais dégelants. Thomas ne dit plus rien, mais tandis qu'il regardait le feu brûler, ses yeux restaient fixés sur son ventre, non par curiosité, mais par obligation. Car ce qu'elle fuyait n'avait pas sa place ici. Et quoi qu'il advienne, il y ferait face, silencieusement, avec la hache ou la flamme. Car pour la première fois depuis des années, il avait allumé un feu non seulement pour survivre, mais pour maintenir quelqu'un d'autre en vie. June se réveilla au crépitement du feu et à l'odeur de la fumée de pain. Un instant, elle oublia où elle était. Le monde était calme, immobile et étrangement doux. Elle cligna des yeux, sa tête s'enfonçant dans un oreiller rempli de paille et de vieille laine. Ses doigts se crispèrent sur une couverture drapée sur ses genoux, lourde, rêche, mais chaude. Elle se redressa lentement. La cabane était petite, compacte.
Chaque objet avait été placé pour sa fonction, non pour son charme. Une étagère basse contenait des chopes en étain, une bouilloire et un bouquet d'herbes séchées. Près du poêle se trouvait une marmite de ragoût, d'où s'élevait encore de la vapeur. Une cuillère en bois reposait à côté. Une petite bougie vacillait sur une table. Et près de l'âtre, niché dans un coin comme un secret, se trouvait un berceau en bois, simple, ancien, sculpté à la main. Son souffle se coupa. Le berceau n'était pas neuf. Un des pieds avait été réparé. Mais il avait été placé avec soin, orienté pour capter la chaleur du feu, son intérieur garni d'une couverture pliée. Elle baissa les yeux sur son propre ventre, gonflé sous la chemise empruntée. Le bébé donna un coup. Doux, présent. Elle murmura: Nous sommes en sécurité. Thomas n'était pas là, mais sa présence persistait dans chaque bonté brute. Un peigne en bois était posé à côté de la bougie. Elle passa ses doigts le long de son dos. Il avait été poncé jusqu'à être lisse. Une lanière de cuir pendait près de la porte, probablement pour ses bottes, qui séchaient non loin. Et à côté de la marmite de ragoût, un morceau de papier plié portait une seule ligne écrite d'une écriture brute et carrée. Ne laisse pas brûler le ragoût, et ne soulève rien de lourd. Ton ventre est gros comme un tonneau de grains. June sourit. Ce sourire vint de manière inattendue, comme une chaleur perçant le gel. Plus tard dans la journée, Thomas revint, portant 2 fagots de bois de chauffage sur une épaule. Il lui fit un signe de tête sans cérémonie. Tu es debout. Je... Bien. Il posa le bois près du poêle. Elle l'observa se déplacer, efficace, précis, comme un homme qui avait appris à ne rien gaspiller. Sa barbe était épaisse. Sa chemise de flanelle était rapiécée au coude, et ses bottes laissaient des traces de neige qui fondaient en lentes flaques sur le plancher de bois. Merci. Je... je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle doucement. Je ne fais pas les choses pour être remercié, marmonna-t-il en retirant ses gants. Vous aviez besoin de chaleur, c'est tout. Elle hocha la tête. Il attrapa la marmite, la renifla, puis ajouta du sel. Mange pendant que c'est chaud. Lorsqu'elle tendit la main vers un bol, il s'arrêta. Pas celui-là. Le bleu est plus léger, moins lourd à porter. June cligna des yeux. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Il grogna en servant la soupe. Elle s'assit à la petite table, buvant lentement. La chaleur emplit sa poitrine et son ventre comme quelque chose de sacré. Thomas ne s'assit pas. Il se déplaçait dans la pièce, vérifiant les volets, ajustant le feu, toujours en mouvement. Alors que ses yeux parcouraient la cabane, quelque chose sur le manteau de la cheminée attira son attention. Un cadre sculpté, inégal, délicat, clairement fait à la main. À l'intérieur, pas de photographie, juste un nom gravé dans une écriture douce et bouclée. Ellie. Elle leva les yeux. Votre fille? Thomas se figea au milieu d'un pas. Une seconde, sa mâchoire se crispa. Puis, oui, elle n'est pas ici? Elle l'était il y a longtemps. Il expira. Le feu l'a emportée. La maison n'a pas tenu bien longtemps après ça. Les mains de June s'immobilisèrent sur le bol. Je suis désolé. Il hocha la tête une fois. Moi aussi. Elle se leva lentement, se dirigea vers le berceau près du feu, passa une main sur son bord. C'était le sien? Oui. Le silence s'étira entre eux. Pas lourd, juste large, comme un canyon où le deuil résonnait encore. Je pleure aussi pour le mien, murmura June. Et il n'est même pas encore né.
Thomas se détourna légèrement. Je ne suis pas doué pour sauver les gens. Je ne l'ai jamais été. Vous m'avez sauvé. Il secoua la tête. Non, je déteste juste voir les gens gelés. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il ajouta, la voix basse, mais je peux garder quelqu'un au chaud. Ça, je sais encore le faire. Puis il disparut à nouveau dans la neige. À l'intérieur, June s'assit près du berceau. Le feu crépitait, les ombres dansaient, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas l'impression d'attendre d'être jetée. Elle se sentit, d'une certaine manière, aidée. Les jours commencèrent à suivre un rythme. June apprit à se mouvoir dans la cabane comme dans une seconde peau, où les planches craquaient, quelle bûche brûlait le plus longtemps, comment extraire du thé du bocal d'herbe séchée au-dessus du poêle. Son corps était endolori par l'attente, mais le silence ne l'effrayait plus. Il l'enveloppait plutôt comme un vieux manteau de laine, sûr, familier. Thomas traversait chaque journée comme un homme à moitié attaché au monde. Il ne la surveillait pas, mais il remarquait tout. Quand son couteau s'émoussait, il l'aiguisait. Quand la bouilloire se tachait, il la nettoyait avec du sel et du vinaigre. Quand le gond de la porte gémissait, il était soudainement remplacé le lendemain matin. Mais ses paroles restaient rares. La porte ne claquera plus, le vent n'entrera pas. Ne laisse pas la marmite vide, les ours pourraient la sentir. Ne me remercie pas. Je déteste les dettes. June l'observait du coin de l'œil, curieuse. Chaque bonté était enveloppée d'écorce. Elle essaya une fois, devant une tasse de thé. Je n'ai pas l'habitude de ça, dit-elle. Que les gens fassent des choses pour moi. Thomas répondit sans lever les yeux. Je ne suis pas les gens. Cette nuit-là, le ciel prit la couleur du fer. Le vent grattait les murs de la cabane et June sentit le bébé s'agiter bas dans son ventre, inquiet. Elle était assise dans le fauteuil à bascule près de l'âtre, reprisant l'ourlet d'un châle emprunté. Quand elle l'entendit, un son qui n'avait rien à faire là. Des sabots. Faibles, lents, distants d'abord, mais se rapprochant. Les yeux de June se tournèrent vers la fenêtre. Rien que des arbres noirs et de la neige. Puis Thomas fut à ses côtés, sans mots, sans question. Il la mit sur pied et la conduisit rapidement à l'autre bout de la cabane. Il pressa un panneau dans le mur du fond. Il s'ouvrit sur un petit espace rampant sous le garde-manger attenant. Là-dedans, dit-il, la voix sèche. Prends la couverture. Reste basse. June obéit, le cœur battant. Elle se glissa à l'intérieur, repliant ses genoux malgré le poids de son ventre. Thomas referma le panneau juste au moment où les sabots s'arrêtaient dehors. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle pouvait entendre. La porte s'ouvrit. Le froid s'engouffra. Puis une voix. Bourrue, inconnue. On cherche une fille. Enceinte, blanche, fin de la vingtaine. Elle est peut-être passée par ici. La réponse de Thomas fut basse, égale. Si vous voyez une femme par ici, elle ne reste pas enceinte longtemps. Une pause. On a des raisons de croire qu'elle a fui par ici. On est payé pour la ramener, pas pour discuter. Vous vivez seul? Des bottes raclèrent le sol. June retint son souffle. Ça vous dérange si on jette un œil? Oui. Silence à nouveau, puis la voix d'un second homme, plus prudente. Il a une foutue hache près de la porte. Elle n'est pas là, dit Thomas. Et même si elle y était, je dirais la même chose. Maintenant, partez
avant que les loups ne se demandent quelle odeur vous avez. Une autre pause. Puis, des pas qui s'éloignent. La porte grinça en se refermant. Elle attendit. 10 bonnes minutes passèrent. Puis, le panneau s'ouvrit. Thomas se tenait là, la mâchoire serrée, sa hache toujours à la main. Ils sont partis, marmonna-t-il. Pour l'instant. June sortit en rampant, tremblante. Les yeux lui piquaient de larmes retenues. Ils reviendront. Qu'allons-nous faire? Il croisa son regard. Nous partons, avant la prochaine neige. Je connais quelqu'un. Elle leva les yeux, le souffle court. Où? Une vieille femme. Elle connaît les herbes, vit près du col de la rivière. Elle ne me doit rien, ce qui signifie qu'elle ne me mentira pas. Il commença à rassembler des provisions, se déplaçant vite maintenant, un couteau, une corde, des couvertures, une petite bourse de viande séchée. Pourquoi faites-vous ça? Demanda doucement June. Thomas s'arrêta, la regarda un instant, qui s'étira comme un pont entre deux vies brisées. Puis il dit, aussi bourru que jamais, parce que je ne laisse pas un feu s'éteindre tout seul. Il lui tendit une écharpe. Couvre-toi bien. Nous partons à l'aube. Et ainsi, les murs de la cabane, autrefois si sûrs, si calmes, devinrent trop petits pour ce qui allait suivre. Mais June comprit. Le feu qu'il avait allumé cette première nuit ne s'était pas éteint. Il venait seulement de commencer à se déplacer. Le vent avait tourné. Avant que l'aube ne se lève, Thomas fit les bagages. Aucun bruit, sinon le bruit sourd des provisions dans la toile, le cliquetis d'une casserole en fer blanc, le craquement du bois sous ses bottes. Il se déplaçait vite, silencieux, concentré. June s'agita sur son lit de fortune, serrant son ventre, alors qu'une autre vague de pression parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce qui se passe? » chuchota-t-elle. Il ne la regarda pas, en posant une couverture sur ses épaules. « Nous partons. » Maintenant? Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Ils reviendront, avec plus d'hommes, plus de questions. June essaya de se lever, mais vacilla. Le poids de l'enfant la courbait. « Je ne peux pas me déplacer vite, » dit-elle. Thomas la regarda, la mâchoire serrée. « Alors, je me déplacerai pour vous. » Sans un mot de plus, il la souleva, l'enveloppa de fourrure et la porta jusqu'au chariot. Il la déposa doucement sur le lit de paille qu'il avait préparé à l'arrière, puis attacha la bâche par-dessus elle, comme s'il enveloppait quelque chose de fragile que le monde n'avait pas le droit de toucher. Le chariot s'éloigna à travers les arbres, ses roues assourdies par la neige. Il se déplaçait en silence. June était allongée là, le cœur battant, une main sur son ventre. Le bébé gigotait comme s'il sentait le danger qui les suivait. June jeta un œil par une fente de la bâche, apercevant des pins gelés, des branches enrobées de glace et le dos raide de Thomas qui menait l'attelage. Un moment, elle demanda, la voix brisée, « Où allons-nous? » « Chez quelqu'un qui ne pose pas de questions, » dit-il. « Quelqu'un qui m'a sauvé, un jour où je ne pouvais sauver personne. » La journée s'étira, le soleil caché derrière des nuages gris. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois, pour boire. Thomas lui apporta une gourde, l'aida à s'asseoir et ne dit rien quand elle se mit à trembler. Il se contenta de resserrer la couverture autour d'elle avant de repartir. À la tombée de la nuit, la forêt s'éclaircit, révélant une cheminée de pierre qui s'élevait derrière une colline. La fumée s'enroulait paresseusement dans le ciel. Une petite chaumière se tenait au bord d'une rivière entourée de broussailles et de saules.
Une vieille femme sortit avant même qu'ils n'atteignent la barrière, comme si elle avait toujours su qu'ils viendraient. Elle était petite, mais droite, le regard aussi tranchant qu'un éclat de silex. Vous avez amené la tempête avec vous, dit-elle à Thomas. Il hocha la tête une fois. Et le feu que je dois maintenir allumé. Elle regarda June, ses yeux balayant son ventre, ses joues pâles. Ce n'est pas toi qui l'as mise dans cet état. Non. Mais désormais, il t'appartient de la protéger. Il ne dit rien. La femme s'écarta. Entrez. À l'intérieur, la maison était plus chaude qu'elle n'en avait l'air. Des herbes séchées pendaient aux poutres. Un ragoût mijotait doucement dans l'âtre. La femme allongea June sur un lit de camp près du feu, ses mains prudentes, mais sûres. C'est pour bientôt, dit-elle. L'enfant veut venir. Thomas se tenait non loin, les bras croisés, le visage impénétrable. Ils nous trouveront, n'est-ce pas? Demanda June. Ils essaieront, répondit la femme. Mais ceci est ma terre, et je vois les pas de la culpabilité bien avant que les coupables n'arrivent. Elle tendit à Thomas un linge chaud. Fais bouillir plus d'eau et affûte ta hache. Cette nuit-là, ils vinrent. 3 hommes, bruyants, armés, au visage marqué par la cruauté. La femme sortit avant qu'ils ne puissent frapper. Nous cherchons une fille, dit le chef. Blanche, la vingtaine avancée, enceinte. La vieille femme pencha la tête. C'est étrange. Je ne vois que des loups et du vent ce soir. L'homme fronça les sourcils. On nous a dit qu'elle était passée par ici. Je ne vois personne, répéta-t-elle. Mais je vois un homme dont les yeux sont pleins de faim, une faim qui laisse des taches sur la terre et sur l'âme. Le deuxième homme s'avança. Nous ne voulons pas d'ennui. Non, dit-elle, la voix claquant comme un fouet. Mais vous les transportez quand même. Le silence s'étira. Puis Thomas apparut, juste au-delà de la lumière, debout dans l'ombre des arbres, sa hache à la main, les épaules carrées. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il tenait la hache, la façon dont ses yeux brûlaient, non pas de rage mais d'avertissement, fit hésiter les hommes. Elle est peut-être partie de l'autre côté, marmonna l'un d'eux. La vieille femme sourit. Ils firent demi-tour en grommelant, leurs bottes crissant sur la neige. À l'intérieur, June observait depuis la pénombre. Elle se tourna vers le feu, son cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais de toute autre chose. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée près de l'âtre, elle murmura à l'enfant en elle. Ils se tenaient là, comme une montagne, et ils se sont envolés comme de la poussière. Et dehors, sous la lune, Thomas montait la garde, silencieux, immobile et inébranlable comme la pierre. Le vent hurlait comme une femme en deuil. Il se glissait dans les fissures de la vieille maison de pierre, frôlant le sol de ses doigts de glace, faisant cliqueter les volets comme les jointures d'un fantôme. Mais à l'intérieur, le feu brûlait haut, projetant une lumière dorée et sauvage sur les poutres épaisses et les étagères anciennes, garnies de bocaux d'herbe, de poussière et d'histoire. June était sur le lit, les genoux pliés, la respiration saccadée. La sueur perlait sur son front, se mêlant à des larmes qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir versées. Ses mains agrippaient la couverture de laine comme si c'était une corde qui l'empêchait de sombrer dans quelque chose de vaste et de sombre. Thomas se tenait à proximité, raide et pâle. Sa chemise était humide de sueur, ses doigts blancs sur la bassine qu'il tenait. Je ne sais pas comment, commença-t-il. La vieille femme le coupa d'un regard vif. Tu maintiens les arbres debout dans la tempête. Tu maintiens le feu en vie dans un poêle cassé.
Tu éloignes les loups de ce qui mérite d'être protégé. Elle posa une main sur sa poitrine. Ce soir, tu la maintiens, elle. Il hocha la tête, muet, puis s'agenouilla à côté de June. Je suis là, dit-il. C'est tout ce que je sais être. June serra les dents pendant une autre contraction. C'est assez. La vieille femme travaillait avec une précision tranquille, ses mains ne tremblant jamais. Elle murmurait dans une langue qu'aucun d'eux ne parlait, disposant des linges et des herbes, vérifiant la position du bébé, faisant bouillir de l'eau dans l'âtre. Le vent hurla plus fort, frappant les fenêtres. Le corps de June se cambra de nouveau. Elle poussa un cri, un long son guttural arraché à un endroit ancien. Thomas attrapa sa main. Cela les surprit tous les deux. « Tu n'es pas seul, dit-il. » Ses yeux se plantèrent dans les siens. Elle n'y vit pas de peur. Elle y vit une quiétude, comme celle des arbres qui ont résisté au siècle. « Respire avec moi, murmura-t-il. Elle le fit. Une autre contraction, une autre vague de douleur. Ses mains s'agrippèrent à sa chemise, tirant, s'ancrant. Il ne broncha pas. Il tenait la bassine. Il alluma une autre bougie. Il pressa un linge froid sur son front brûlant. « Dis-moi où tu as mal, dit-il. « Partout, haleta-t-elle. « Alors donne-le-moi, sanglota-t-elle, non pas de douleur, mais de confiance. » Un coup de tonnerre éclata au-dessus d'eux. Le feu s'embrassa comme pour répondre. La pièce semblait à la fois incroyablement petite et plus vaste que tout ce qu'elle avait jamais connu. La vieille femme se pencha. « Maintenant, ma fille, pousse. » June hurla. Thomas ne bougea pas. Une autre poussée. Elle faillit perdre connaissance. Et puis, un son, ni le vent, ni le feu. Un cri, aigu, perçant, féroce. L'enfant était né dans cette tempête, entre deux personnes qui n'avaient jamais rien demandé, mais à qui tout fut donné en un seul instant hurlant. La vieille femme souleva le bébé, le nettoya, l'enveloppa dans un linge et le plaça contre la poitrine de June. « Elle est forte, » dit la femme, « comme sa mère. » June fixa le minuscule visage, luisant de vie, les yeux clignant contre sa peau. Le bébé se mit à pleurer de nouveau, les poings serrés. June rit, un rire doux et fêlé, mais réel. Elle est parfaite. Thomas se tenait là, figé. Elle est à toi aussi, dit June. Il secoua la tête. Non. Mais elle tendit la main, prit sa main calleuse et la pressa contre l'enfant. Elle est née parce que tu as maintenu le feu allumé, parce que tu es resté quand personne d'autre ne le faisait. Tu as retenu la tempête assez longtemps pour qu'elle puisse venir. Son souffle se coupa. Le bébé cessa de pleurer, ses yeux s'ouvrant lentement. Tu as entretenu le feu pour moi, murmura June. Maintenant, je vais l'entretenir pour elle, pour nous. Pendant un long moment, Thomas ne dit rien. Il resta là, la tempête hurlant dehors, un enfant respirant sous ses doigts, et quelque chose comme une chaleur montant dans sa poitrine, qui faisait plus mal que n'importe quel coup de hache. De l'amour. Il sourit. Presque. Le berceau fut terminé à l'aube. Thomas l'avait sculpté dans du pain, poncé jusqu'à le rendre lisse, et avait gravé des fleurs le long de ses courbes. Des fleurs simples et sauvages, du genre qui pousse au bord des rivières au printemps. Il était plus solide que l'ancien, fait pour durer à travers les hivers, le poids, le temps. Il le plaça près du feu, puis recula en se frottant l'épaule endolorie. June entra avec le bébé blotti contre sa poitrine, une couverture enroulée serrée autour d'elles deux. Elle s'arrêta net. « C'est toi qui as fait ça? »
Il haussa les épaules. L'ancien grinçait. June passa la main sur les sculptures, les yeux embués. Ces fleurs, je les cueillais avec ma mère. Avant tout ça. Elle aurait voulu que l'enfant les voie à nouveau, dit-il en se détournant, la voix neutre. Cette nuit-là, June fredonna des berceuses qu'elle n'avait pas chantées depuis l'enfance. Les mélodies étaient douces et étranges dans l'air, comme des fantômes revenant au monde. Thomas était assis non loin, affûtant une lame, les yeux mi-clos. Il ne se joignait jamais à elle, mais il ne partait jamais non plus. Il était toujours là, proche, silencieux, stable, jamais plus loin que le souffle suivant. Puis un après-midi, les chiens se mirent à grogner, des bruits de pas approchaient. Un chariot. Thomas sortit, sa hache à la main. June resta dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. 3 hommes descendirent de cheval. Celui de devant tenait un papier. Nous cherchons une fugitive. Femme blanche a accouché récemment. Ses frères ont mis une prime sur sa tête. Thomas ne dit rien. L'homme s'approcha. On nous a dit qu'une femme correspondant à sa description vit dans le coin. Thomas leva lentement la hache. Et alors, c'est une criminelle, c'est une mère. L'homme eut un sourire narquois. Vous la cachez? Le regard de Thomas devint d'acier. Vous la voulez? Dit-il. Il faudra d'abord me prendre. Quelque chose dans sa posture changea. Ce n'était plus seulement de la défiance, mais quelque chose de plus sombre. Un poids dans sa carrure, une tempête derrière son calme. Le genre de menace qui ne vient pas des mots, mais des hommes qui n'ont plus rien à perdre, sinon une petite lumière qu'ils ont juré de maintenir en vie. L'homme hésita. Le second cavalier lui donna un coup de coude. Ça n'en vaut pas la peine, il est sérieux. Thomas ne bougea pas. Les hommes remontèrent à cheval, jetant des regards en arrière, mais ils ne restèrent pas. Quand le calme fut revenu, June sortit de l'ombre. Elle serrait sa fille fort contre elle. Elle regarda Thomas, le regarda vraiment. Les rides sur son visage, son manteau usé par les intempéries, les mains calleuses encore serrées sur le manche de la hache, et ses yeux, ni cruels, ni doux, mais brûlant de quelque chose qu'aucun homme ne lui avait jamais montré, la loyauté. Elle s'approcha lentement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il détourna le regard. Il ne valait pas la peine de se battre. Elle sourit doucement. Toi, si. Thomas ne dit rien. Elle s'approcha encore. Tu n'es pas seulement un toit, murmura-t-elle. Tu es un âtre, un lieu, un abri. Il fronça les sourcils. Elle toucha son bras. Tu es un foyer, dit-elle doucement, même sans toi. Le printemps fit fondre les dernières neiges. La cabane était plus haute maintenant, agrandie, renforcée, son toit rapiécé et prolongé avec du bois frais. Une deuxième fenêtre laissait entrer une lumière dorée, et à côté, une nouvelle étagère accueillait les herbes que June avait commencé à faire sécher. Le berceau était près de l'âtre, poli et propre. Une table en bois construite par Thomas portait de petites entailles, là où les cuillères avaient atterri trop fort et où les rires avaient suivi. Ils étaient revenus, pas seulement dans les bois, mais dans un lieu qu'ils pouvaient appeler leur foyer. Thomas se levait toujours avant l'aube, coupait toujours du bois dans le silence, mais sa hache reposait maintenant à côté de jouets qu'il sculptait, de minuscules animaux, de petits chevaux et des ours, du genre qu'un enfant nommerait un jour. June allaitait le bébé près du feu. La petite, âgée de plusieurs mois, avait le regard tranquille de Thomas dans la bouche de sa mère,
formant toujours de petits sons déterminés comme si elle avait une histoire à raconter. Le village voisin, autrefois un nom prononcé avec prudence, avait commencé à envoyer des nouvelles, une invitation, un festival, un feu de joie. Au début, Thomas résista. Nous ne sommes pas des gens de rassemblement, marmonna-t-il. June avait souri. Non, mais elle le sera peut-être. Alors, ils y allèrent. La cérémonie était simple. Un grand feu entouré de pierres, cerné de visages marqués par le temps et les éléments. Des enfants dansaient. Les anciens racontaient des histoires. On faisait passer du pain dans des bols fissurés. June fut invitée à parler. Thomas s'agita à côté d'elle, raide dans une chemise propre. Le bébé dormait contre sa poitrine, bien enveloppé dans une écharpe tissée. Elle s'avança. Ses pieds semblaient plus lourds que d'habitude, non pas de peur, mais de mémoire, celle qui a besoin d'un sol stable. Elle fit face aux flammes. Je m'appelle June, dit-elle. Un jour, j'ai été vendue par mon propre sang. Des murmures. J'ai été enchaînée. On m'a réduite au silence. J'ai fui, non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que l'enfant en moi gigotait si fort que je croyais qu'il me suppliait de me battre. Elle regarda vers Thomas, puis de nouveau la foule. Je n'ai pas été sauvée par un héros en armure étincelante. Je n'ai pas été secourue avec des promesses ou de la poésie. Sa voix se fit plus ferme. J'ai été trouvée par un homme qui parlait peu, qui jurait entre ses dents et ne souriait jamais beaucoup. Mais il allumait des feux, il laissait de la viande sur la table, il affûtait des couteaux pour que je puisse me nourrir, et il s'est dressé entre moi et ceux qui me voulaient du mal. Elle toucha sa poitrine. Pas avec des discours, mais avec un abri, avec de la chaleur, avec un berceau sculpté dans le deuil. Le feu crépita plus fort. Il ne m'a jamais dit que j'étais en sécurité. Il a simplement fait en sorte que ce soit vrai. Un silence se fit. Elle recula. Et dans ce silence, Thomas se leva. Il s'approcha lentement d'elle. De sa poche, il sortit un petit objet, une lame de bois, polie sur le bord, sur laquelle était gravé un seul mot. Espoir. Il s'accroupit à côté de leur fille et le plaça doucement dans sa petite main. Elle deviendra trop grande pour ça, dit-il, la voix rauque. Mais elle se souviendra que c'était tranchant un jour. Le bébé cligna des yeux en le regardant, le mot sculpté reposant dans sa paume. Plus tard dans la nuit, ils retournèrent à la cabane. Le feu crépitait à l'intérieur, lent et chaud. June berçait le bébé, fredonnant doucement. Thomas était assis non loin, sculptant un nouveau morceau de bois, le front plissé par la concentration. Non pas parce que c'était difficile, mais parce qu'un jour, elle le tiendrait dans ses mains. C'était suffisant pour que ce soit sacré. Dehors, la neige se mit à tomber. Lente, silencieuse. Mais elle n'emportait plus de souvenirs, seulement le silence, et cela, enfin, c'était la paix. Si cette histoire a touché quelque chose de silencieux dans votre cœur, si vous avez senti la neige, le feu, le poids du silence brisé seulement par l'amour, alors vous êtes l'un des nôtres. Ici, sur Histoire d'amour du Far West, nous entretenons la flamme de la tendresse oubliée. Ce ne sont pas seulement des récits de la frontière. Ce sont des histoires de gens qui choisissent l'amour dans les lieux les plus solitaires
et de cœurs qui continuent de battre longtemps après que les armes se sont tues. Si vous voulez d'autres récits d'âmes brisées qui trouvent une famille de la manière la plus inattendue, abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West. Activez la cloche pour ne jamais manquer le moment où le feu est ravivé. D'ici là, que vos routes soient assez rudes pour qu'on s'en souvienne et vos feux assez chauds pour donner envie de rester.